Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ici Julie Drolet. Oui, bienvenue à l'émission. Je suis ici donc en remplacement d'Anne-Marie Dussault. On va parler d'abord de l'Office national de l'énergie. Vous l'avez vu aujourd'hui dans l'actualité. L'Office a donné son feu vert au projet d'expansion du pipeline de Trans Mountain, et ça, malgré les risques environnementaux. Et l'Office reconnaît qu'il y a des risques environnementaux. C'est la deuxième fois que l'Office national de l'énergie se penche sur ce projet. En fait, il a dû recommencer à la suite de la décision de la Cour d'appel fédérale qui trouvait que les évaluations étaient plutôt incomplètes. Aujourd'hui, la balle est dans le camp du gouvernement. En bout de ligne, c'est Justin Trudeau et son équipe qui vont devoir donner ou non le feu vert au projet. J'en ai discuté un petit peu plus tôt avec la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, mais avant d'entendre la ministre, voici des réactions, celles du directeur de l'Office national de l'énergie et de la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley. Le projet, si on respecte les 156 conditions et si le gouvernement va de l'avant avec les 16 recommandations, que le projet va dans l'intérêt public. Maintenant, les prochaines étapes, c'est le rapport a été remis aujourd'hui au gouvernement du Canada. So it's a step. It's not a victory, but it is an important step. We believe that those recommendations and conditions are sound, achievable, and will improve marine safety for all shipping, not just the one additional tanker that results from Trans Mountain. Despite the obstacles and knowing that we have a great deal work to do ahead, I am still optimistic today because I believe in Canadian common sense and I believe in this country. Bonsoir, Madame McKenna. Bonsoir. Madame McKenna, les représentants de l'ONU ont bien dit qu'il y avait des impacts négatifs à aller de l'avant avec cette prolongation de pipeline, grossir ce pipeline Trans Mountain, mais ils ont pondéré les deux. Ils ont dit, regardez, il y a beaucoup d'avantages économiques aussi, mais ils reconnaissent et le soulignent qu'il y a de forts désavantages sur le plan environnemental. Et c'est finalement les avantages économiques qui ont gagné. Vous, vous êtes ministre de l'Environnement. Êtes-vous mal à l'aise face à ça? Parce que finalement, c'est ce que vous défendez qui a perdu pour des considérations économiques. Mais alors, on a reçu le rapport, nous examinons le rapport et nous avons pris beaucoup de mesures qui protègent les orques. Les épaulards, je pense, c'est le mot, avec notre plan sur les océans, mais aussi des mesures très pratiques. Et comme vous avez entendu le premier ministre Notley, ce n'est pas seulement des impacts de Trans Mountain, c'est des impacts en général dans l'océan qu'on doit protéger contre. Alors, c'est une étape que le cours d'appel a dit qu'on doit passer. Et maintenant, il y a encore une autre étape. Nous devons faire la consultation avec les peuples autochtones. Et après, on va pouvoir faire une décision. Mais nous devons faire ça d'une manière que nous faisons ça d'une bonne manière. Et on dit toujours l'environnement et l'économie vont de pair. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais nous faisons des décisions sur les faits, sur la science, avec les consultations. Et alors, nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais c'est une importante étape. Bon, c'est une importante étape, comme vous l'avez dit, c'est pas la seule. Il reste des étapes. On va regarder justement les autres étapes, mais on va regarder aussi les autres réactions. Évidemment, la première ministre de l'Alberta, elle est contente. Elle veut que ça fonctionne. Puis elle dit qu'il y a des emplois qui en dépendent. Notre système économique en dépend, dit-elle. Mais il y a des gens qui sont très mécontents aussi aujourd'hui. On va en écouter quelques-uns. Right now, I'd say the Trudeau government's in a complete disarray at the moment, and they're bulldozing ahead with this project. I say if it's a vote between the tankers and the orcas, I vote for the orcas. I simply do not agree that a new pipeline is the path to a new green energy economy. The NEB refused to look at the job losses that come with this project, not just the threat to the tourism industry and the fisheries industry in British Columbia. It's simply a house of cards. Mr. Trudeau seems willing, through this rubber stamping, it's a legitimate process. So my question for Justin Trudeau is, what is the calculus? Do you have an algorithm for when it's worth wiping a species off this planet? Is one job enough? Alors, il y avait beaucoup de commentaires là-dedans. Ça va dans plusieurs directions, mais on a entendu parler, vous l'avez fait référence tantôt, aux orques, là, les épaulards. Il en reste seulement 75 dans ce secteur-là où on va avoir des bateaux qui vont transporter du pétrole, qui vont être beaucoup plus nombreux à partir du moment où le projet de pipeline est autorisé. 75 épaulards, c'est déjà une espèce qui est reconnue comme étant en voie de disparition. Donc, vous êtes prête à agrandir le projet de pipeline au risque de voir une espèce disparaître? Mais non, c'est pas comme ça du tout. Alors, c'est sûr que les épaulards sont à risque.
Mais c'est un nouveau navire, comme vous avez entendu, Rachel Notley. C'est un problème complexe, c'est sûr. Alors, c'est le saumon, le chinook, c'est les contaminants, ce qui se trouve dans l'eau. Il y a aussi beaucoup d'autres bateaux. Et je pense avec les mesures, premièrement, c'est le processus le cours d'appel qui nous a dit de recommencer avec ça. Et c'est indépendant du gouvernement, le National Energy Board. Mais avec le processus, nous avons pris beaucoup de mesures pour protéger les mammifères de toutes les sortes. Et ça va être des mesures qui vont être beaucoup plus, c'est pas seulement TMX, alors il y a beaucoup de problèmes qu'on doit attaquer, mais on doit faire des décisions sur la science, sur les faits, et aussi on a fait les investissements, nous avons... Mais dans les faits, honnêtement, là, Mme McKenna, dans les faits, même le rapport de l'ONU dit... Ben oui, ça va être un gros risque pour les baleines puis pour les orques. Puis s'il y avait un déversement, ben ça serait vraiment très grave. Ils le reconnaissent, mais ils font juste mesurer. Alors vous avez d'un côté ce risque environnemental, puis de l'autre côté vous avez les avantages économiques. Et il y a un choix de l'ONU qui est fait ici. C'est l'Office de l'énergie, c'est pas l'Office de l'environnement. Ils ont fait le choix de l'énergie et de l'ouverture des marchés pour permettre au pétrole de sortir. Vous êtes ministre de l'Environnement, pas de l'Énergie. On s'attend à ce que vous défendiez l'environnement. C'est pour ça que je reviens à ma première question. Vous n'êtes pas mal à l'aise dans ce contexte-là de dire on prend un risque avec des espèces, on va continuer à émettre davantage de gaz à effet de serre. C'est votre combat depuis que vous êtes ministre de l'Environnement. Vous n'avez pas un malaise? Mais alors, je dois être claire. Ils ont dit qu'il y a 156 conditions pour protéger les mammifères. C'est sûr qu'on veut pas que quelque chose arrive aux mammifères, qu'il n'y a pas de quelque chose qui va arriver avec les tankers, mais de plus, il y a beaucoup d'autres facteurs. Et on investit. Nous avons déjà pris beaucoup de mesures pour investir, pour faire que c'est plus sain. Mais nous devons toujours, c'est sûr qu'on doit aussi regarder bien comment l'environnement et l'économie vont de pair. Sur le champ, il y a beaucoup de choses qu'ils ont parlé. Alors, on doit parler c'est sûr, il y a beaucoup d'emplois qui sont liés à ce projet et on doit garder l'attention sur l'environnement, mais l'emploi pour tout autour du pays qui sont liés à ce projet. Et aussi avec les changements climatiques, parce que j'entends beaucoup, mais comment est-ce que vous pouvez avoir ce projet et dire que vous avez un plan ambitieux sur les changements climatiques? Alors, c'est vraiment important de considérer que c'est une transition énergétique. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Nous éliminons le charbon, nous faisons des investissements dans les renouvelables, nous investissons dans le transport en commun, REM ici à Montréal, nous investissons dans les technologies propres. J'ai fait une annonce aujourd'hui, 1,8 million de dollars avec l'Université de McGill. Alors nous prenons toutes ces mesures, mais nous avons toujours dit aux Canadiens qu'on va faire ça d'une manière où nous attaquons d'une manière ambitieuse. Nous sommes le gouvernement le plus ambitieux fédéral. Mais il reste que vos cibles, vous n'arrivez pas à les rencontrer, vos cibles de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Les grandes promesses de l'accord de Paris, où vous êtes arrivé un petit peu comme une héroïne finalement. Hein? Les gens ne vous connaissaient pas, tout à coup on vous entend. Et il y a vous avez porté l'espoir de beaucoup de gens. Et là, on regarde les cibles et on se dit, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas du tout. Alors oui, vous prenez des gestes, vous faites des annonces, vous essayez, mais le fond du problème n'est pas réglé. On n'est pas capable en ce moment de réduire nos gaz à effet de serre. Mais alors, je vais être claire. Alors, nous sommes déjà avec les mesures qu'on a négociées avec les provinces et territoires, aussi le prix sur le charbon, le carbone. Nous sommes 2/3 de l'avance pour atteindre nos cibles. Le cible, c'est d'ici 2030. Nous faisons d'autres investissements dans le transport en commun, dans les technologies propres. Nous doublons la nature. Nous attaquons la pollution plastique. C'est d'autres mesures qui vont nous aider à atteindre le cible. Et aussi, nous avons des experts. Nous avons Stephen Guilbeault qui nous donne des recommandations. Comment est-ce qu'on peut faire plus réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, dans le secteur de comment nous bâtissons. Comme j'ai dit, c'est une transition. On ne va pas y arriver d'un jour au lendemain et on doit faire ça d'une manière que la vie est abordable pour les gens, qu'on a des emplois et quand je regarde les autres pays,
les États-Unis, même la France. C'est difficile. La transition, c'est toujours difficile, mais on doit être avec les gens. On doit être ambitieux. Mais vous avez fait un pari, vous l'avez dit dans l'entrevue. Vous avez fait vraiment le pari qu'économie et environnement, ça peut aller de pair. Mais dans les faits, quand on regarde les Canadiens maintenant, on a l'impression que tout le monde est fâché. Les gens qui sont plus pro-environnement, très sensibles dans ces questions, ils trouvent que vous n'en faites pas assez, puis ils ne comprennent pas que le gouvernement Trudeau ait acheté un pipeline pour 4,5 milliards de dollars. De l'autre côté, vous avez les gens de l'Ouest qui trouvent que le pipeline, ça avance pas assez vite, mais qui en plus vous en veulent tellement à cause de la taxe sur le carbone. Alors l'un dans l'autre, on regarde les résultats de votre pari. C'est beaucoup de colère, beaucoup de déception, de mécontentement. C'est des attentes qui ne sont pas remplies. Allez-vous être capable de renouveler votre poste de ministre de l'Environnement puis de conserver un gouvernement aux prochaines élections avec autant de gens fâchés et déçus? Mais alors, je pense qu'il y a des gens, c'est sûr, d'un côté qui ne veulent pas de développement. Il y a des gens sur l'autre côté qui ne veulent pas de progrès sur les changements climatiques. Moi, je parle chaque jour avec les Canadiens. Je parle avec les petites entreprises et les grandes entreprises. Je parle avec les fermiers. Je parle avec les universités comme aujourd'hui, avec les villes. Eux, ils veulent aller en avance. Ils veulent qu'on fasse ça d'une manière intelligente. Nous avons un plan. Et oui, je sais, il y a du bruit, mais les gens avec qui je parle, eux, ils veulent qu'on est ambitieux, mais qu'on est conscient des emplois, qu'on est conscient qu'on doit accroître notre économie. Et c'est pas qu'il y a beaucoup de bruit qui m'énerve, vraiment, c'est la polarisation. Il y a des gens qui veulent polariser la discussion. Et j'ai vu comment ça marche dans les autres pays. Ça ne marche pas du tout. On doit, c'est sûr, ça peut être pas gratuit pour polluer. Le Québec démontre qu'on peut faire ça d'une manière... Mais on a l'avantage de l'hydroélectricité, ce qu'on ne va pas retrouver en Alberta, par exemple. Oui, bien, l'Alberta, je vais dire ça. Le gouvernement Notley, quand ils ont rentré, c'était leur plan sur les changements climatiques était annoncé après que je suis arrivée à Paris pour les discussions sur le climat. Ils ont annoncé le premier prix sur le carbone. Ils ont annoncé qu'ils vont éliminer le charbon. Ils ont annoncé qu'ils vont un plafond sur le secteur pétrolier, sur les émissions de gaz à effet de serre. Ils font des investissements historiques dans le renouvelable. Oui, c'est une transition et oui, ils veulent que leurs ressources vont au marché. Et je dirais, même ici au Québec, on fait beaucoup d'avance sur les véhicules électriques. Ouais. Mais on voit que vous êtes une optimiste, on voit que vous croyez en ce que vous dites actuellement, puis vous essayez de m'expliquer à quel point c'est complexe, mais que vous placez vos cartes finalement pour que ça fonctionne en bout de ligne. On va revenir justement au projet Trans Mountain. Vous l'avez dit, c'est une première étape. Alors là, l'ONU vient de dire, oui, c'est bien. Vous avez 90 jours maintenant comme gouvernement pour donner le feu vert ou pas, mais il y a aussi toutes les consultations pour les Autochtones. Il y a 3 nations autochtones qui sont farouchement contre actuellement. Vous allez en tenir compte quand vous allez les consulter de leur opposition? Est-ce que ces peuples autochtones, ces Premières Nations, ont l'avenir du projet entre les mains? Si elles s'opposent, est-ce que le projet peut aller de l'avant? Alors, oui, nous devons faire les consultations et nous suivons ce que le cours d'appel a dit. On doit faire les consultations avec tous les peuples autochtones. On doit les écouter, on doit répondre aux préoccupations et après, on doit faire une décision. Alors, on n'est pas là, on travaille très fort. Et est-ce que tout le monde va être en accord? Il y a toujours des différences d'opinion, mais on essaie de faire ce que le cours d'appel a dit. Et comme j'ai dit, c'est difficile, mon emploi. C'est pas toujours facile. Votre poste n'est pas confortable. Mais c'est vraiment important. Oui. Et moi, je pense qu'on doit avoir toujours un plan. Et après, on doit regarder comment est-ce qu'on peut faire de plus. Et moi, je dois être la ministre de l'Environnement pour les environnementalistes. Je dois être ministre de l'Environnement pour les petites entreprises, pour les fermiers, pour les gens d'Alberta, du Québec. Alors, un conseil que j'ai reçu de l'ancien premier ministre chrétien, il m'a dit, les Canadiens sont raisonnables, soyez raisonnables. Alors, moi, j'essaie d'être raisonnable. On peut résoudre ça, on peut aller à un futur plus propre, on a un devoir à faire ça pour nos enfants et petits-enfants, et on peut croître notre économie. Mais
Est-ce que tout le monde va être heureux tout le temps? Non, mais on va en avance. Est-ce que vous allez respecter l'échéance du 90 jours ou vous pensez que ça peut retarder la décision du gouvernement fédéral? Alors, on a dit on doit faire ce qu'on doit faire. Alors, ça va prendre le temps que ça prend. Est-ce que, effectivement, vous avez le droit de le prolonger, le délai? Est-ce que vous pensez que la décision, vous allez la prendre avant les prochaines élections? Bien, ça dépend. On a dit on va faire ça de la bonne manière. On n'aura pas la réponse aujourd'hui. Pas Madame aujourd'hui. McKenna, merci pour l'entrevue.